Et donc, comme je t'avais prévenu, je vais parler de GitHub et comment GitHub crée GitHub et utilise GitHub pour faire GitHub. Et tout ça va se mordre la queue, ça sera sympa. Déjà, merci Arnaud, merci à tous, merci à Triptyque. C'est vraiment sympa d'être dans ce cadre-là. Je pense qu'il doit y avoir des fans de foot dans la salle. Quelques-uns ou pas? Oui? Est-ce qu'il y a des fans de foot? Levez la main. Ah, des fans de GitHub? Ah, il y a plus de fans de GitHub que de fans de foot, c'est très bien. Alors moi, je me suis dit quand même, on ne peut pas être là sans faire un petit clin d'œil à l'Olympique de Marseille. Je suis obligé d'avoir un petit encart, une petite photo au moins de l'équipe de l'OM. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé ça. Ils sont là, hein, ils sont là, vous les voyez. Donc c'est le minimum qu'on pouvait faire. Je pense qu'il y a des fans de Paris. Ouais. Il y en a au moins. J'habite juste à côté de Saint-Germain, donc je suis un peu obligé de faire ça. Bon, plus sérieusement, je vais vous parler de comment GitHub utilise GitHub et comment GitHub produit GitHub et produit du code tous les jours et des déploiements tous les jours et comment on a vraiment industrialisé notre manière de travailler. Parce que je pense que en termes d'intégration continue, en termes de déploiement continu, donc en termes de continuous delivery, de DevOps, etc., on a fait des choses assez sympas. Et ça, on l'a fait depuis plusieurs années. Donc je vais vous expliquer un peu comment on fait tout ça. Mais auparavant, je voulais revenir un peu sur GitHub, parce qu'il y a énormément de gens qui connaissent github.com, moins connaissent l'entreprise, parce que c'est une entreprise. Et des fois, on nous dit, mais c'est pas une fondation comme Apache? Non, c'est pas tout à fait ça. Donc il y a vraiment une entreprise derrière. Et puis je vais vous donner un petit historique de la société, parce que c'est assez fondamental dans la manière dont on travaille aujourd'hui. En fait, ça vous donnera une idée de pourquoi on est arrivé là. Parce que tout ce qui est DevOps, Continuous Delivery, etc., c'est des techniques qui sont assez sympas. Mais ça s'appuie sur une culture, ça s'appuie sur une manière de travailler qui est assez importante. Tout le monde n'est pas candidat, à mon avis, à déployer en continu sur un site en prod en permanence. Donc je vais vous expliquer un peu comment on en est arrivé là. Donc d'abord, ça part de Git. Donc Git, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui a été introduit par Linus Torvald en 2005. On a fêté les 10 ans en mai à Paris. Donc la fête worldwide d'anniversaire de Git, c'était à Paris en 2005. Pour vous donner un petit background, hein, ils avaient un gestionnaire pour la communauté Linux, ils avaient un gestionnaire de source auparavant, qui était une licence commerciale qui leur a été donnée gratuitement. Et puis, comme ça arrive souvent avec Linus Torvald, il y a eu un petit incident diplomatique entre lui et quelqu'un d'autre. Bref, il s'est énervé, il s'est mis à coder, et en une semaine, il avait fait Git. Je trouve que ça fout un peu les boulons des fois de se dire qu'il a réussi à faire ça en une semaine, mais il est capable de faire ça. Et donc, en termes d'avantages de Git par rapport à ce qui existait auparavant, je vais pas vous faire une leçon de Git ici, hein, mais l'idée c'est qu'avec Git, on peut faire des branches très facilement, qu'on gère du contenu, mais on gère pas des fichiers. Donc en termes de merging, derrière, c'est beaucoup plus simple. Et que ça vous permet d'avoir à la fois un versionning du code sur votre machine et pas que sur le serveur. Et donc, ce qui permet aux gens de faire à la fois des commits beaucoup plus granulaires que ce qu'on faisait auparavant en SVN, et puis aussi de travailler dans des branches et donc de pouvoir pousser sur le serveur central beaucoup plus fréquemment, et donc de bénéficier de toute l'infrastructure d'intégration continue pour ses développements personnels sans avoir à se dire tiens, j'ai peut-être cassé le build de tous mes autres collègues. Pour ceux qui cassent des fois le build, ça doit vous parler. Mais là, au moins, vous avez un environnement d'expérimentation qui est safe, tout en vous donnant toute la puissance de l'infrastructure que vous avez pu mettre en place derrière pour déployer sur des environnements, pour faire des tests et pour faire tout ce qu'il y a derrière. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans Git, vous pouvez venir me voir plus tard si vous voulez en discuter. Donc, nos fondateurs, en 2007, ils avaient une super idée de start-up. Ils sont à San Francisco, donc ils doivent avoir une idée de start-up, sinon ils n'ont rien à faire à San Francisco, grosso modo. Ils avaient une super idée, donc c'était le Facebook des familles. Et donc, ils avaient un boulot au quotidien, hein, ils étaient tous dans des entreprises différentes, et puis ils se retrouvaient le soir pour bosser ensemble sur leur projet commun. Ils se sont dit, il faut qu'on partage du code source, il faut qu'on collabore. Et on doit collaborer de manière distante, puisque on ne va pas passer toutes nos soirées ensemble. Ça serait bien qu'on puisse travailler de chez nous, mais qu'on puisse quand même collaborer. Donc ils se sont dit, on va faire du Git. Mais le problème, c'est que Git, c'est super, mais si vous regardez la manière dont est développé Git lui-même,
En termes de collaboration, on reste sur des envois de patch, sur des mailing lists, sur de la communication dont les principes ont été fondés il y a 30 ans avec l'arrivée de l'email, quoi. Donc des fois on s'en rend pas compte, hein, mais l'email ça a au moins 30 ans, quoi. Donc en termes de communication, il y a des manières plus modernes de travailler. Et donc ils se sont dit, bon bah ok, Git c'est génial, ça nous permet de gérer nos sources, ça nous permet d'avoir un environnement pour stocker notre code, etc. Mais c'est pas le truc qui va nous permettre de collaborer. Donc ils se sont dit, on va faire une interface graphique par-dessus ça, pour pouvoir continuer à travailler sur notre projet. Donc, leur projet, c'était toujours leur Facebook familial. Et puis, ils ont créé donc une première interface graphique pour pouvoir pousser, pour pouvoir créer des issues, pour pouvoir faire des choses comme ça. Et puis, d'autres amis qui avaient leur autre projet de start-up ont dit, bah, on peut utiliser votre truc aussi, c'est sympa. Donc, ouais, pas de souci, allez-y. Jusqu'au jour où une entreprise leur a dit, bah, nous aussi, on voudrait utiliser votre truc, mais c'est pour un projet commercial, c'est pas de l'open source. Donc on voudrait vous payer pour ça. Donc là, on réfléchit, qu'est-ce que ça coûte ce truc? On a fait un truc, on a fait un outil, mais on n'a jamais pensé à le commercialiser. Donc pour trouver un prix, ils ont été voir ce que faisait Dropbox. Donc, Dropbox, c'était 7 $, par mois. Donc ils se sont dit, bon ok, payez-nous 7 $ par mois. Et c'est comme ça que l'entreprise GitHub a démarré. Donc le business plan de GitHub, ça tient à un clic sur dropbox.com, sur la page pricing, et à regarder le prix de ce qu'ils faisaient. Et donc, ils ont créé une première boîte qui s'appelait Logical Awesome. Donc, en se disant, on fait GitHub, mais on continue notre projet de réseau social, quoi. C'était leur idée. Et puis, ça a un petit peu grossi, et c'est devenu tellement gros qu'ils ont déjà qu'on a commencé à avoir cette notion de social coding qui s'est introduite. Entrez. On a une livraison. Donc la notion de social coding est arrivée, et donc il y a un moment où ils se sont dit, bon on va arrêter de faire tout notre site de Facebook familial, et puis on va se focaliser à 100% sur GitHub. Et c'est ce qu'on a, c'est l'état des choses aujourd'hui. Donc Logical Awesome n'existe plus vraiment. C'est devenu github.com, et l'entreprise est devenue GitHub. Et donc on est maintenant à 11 millions d'utilisateurs enregistrés. On est à peu près le 80e site mondial. Donc dans les 80 premiers, il doit y avoir 10 sites de chez Google, Google China, Google US, Google France, etc. Facebook, pareil. Ou Microsoft, il y en a quelques-uns aussi. Donc ça fait énormément de sites, pas mal de sites de médias, CNN, etc. Et donc on est un site de codeurs, on est un site de développeurs, et malgré ça, on arrive à être dans le top 100 mondial, ce qui est assez intéressant. Juste rapidement, donc github.com, c'est complètement gratuit si vous avez des repos open source. Vous pouvez avoir des repos privés, donc hébergés sur github.com. Et si vous le voulez, vous pouvez aussi avoir GitHub Enterprise, donc que vous allez installer chez vous, dans vos serveurs, donc complètement isolé du reste de l'Internet, ou sur AWS ou sur Azure, et donc avoir votre version de GitHub chez vous également, ce qui peut être intéressant. Donc, 382 employés ou quelque chose comme ça, on a un rythme de recrutement qui est assez important. D'ailleurs, il y a des offres de job sur notre site. Et comme vous le voyez, nos employés sont partout sur la planète. Et depuis le début, ils sont partout sur la planète. Alors ici, c'était la carte, c'est une carte en temps réel, hein, donc on peut se localiser sur notre intranet pour dire où on est. Et donc on peut voir où sont tous les employés de GitHub. Et ce jour-là, on avait, j'arrive pas à voir, mais on devait avoir... seulement 45% de nos employés à San Francisco, tout le reste distribué à travers la planète. Et donc nos ingénieurs sont partout sur la planète. Donc on a des ingénieurs, vous voyez, à Hawaï, les mecs qui vivent à temps plein à Hawaï, qui sont payés pour développer à Hawaï, c'est sympa. D'autres dans une ville en Australie que je ne connais même pas. Donc vraiment, il y en a partout. Et donc ça a été vraiment fondamental dans notre culture, dès le début, de se dire qu'on est obligé d'avoir un système qui permet de travailler de manière complètement asynchrone. D'accord ? On ne peut pas faire un meeting à GitHub. On ne peut pas, même un call, même une conférence téléphonique, c'est compliqué, puisque le mec qui est à Hawaï, qui est dans la même équipe que le mec qui est en Australie, avec un gars qui est en Angleterre, il n'y a pas de... Enfin, soit il y en a un qui est à 4 heures du matin et l'autre qui est à 22 heures, et puis le troisième est à midi, mais on ne va pas demander à nos employés de faire ça. Donc, on est obligé de travailler de manière complètement asynchrone et de manière très écrite, en fait. Donc, chez nous,
on a la coutume de dire que s'il n'y a pas d'URL pour trouver un contenu, c'est que le contenu n'existe pas. Donc une conversation au téléphone, ça n'existe pas pour nous. Il faut que ce soit écrit quelque part, il faut que ce soit stocké quelque part. Et il y a plein d'applications derrière qui vont derrière. Donc, pour faire travailler tout ça, on a quelques secrets. Je vais vous révéler tous ces secrets, enfin presque tous. Pour que tout ça fonctionne, déjà, on s'est donné en fait, nos quelques... Alors, c'est peut-être pas 10 commandements, parce que je crois qu'il y en a plus. C'est ce qu'on appelle le Zen de GitHub. Donc ça, vous pouvez le retrouver, vous pouvez même le requêter via des API. Si vous voulez connaître notre Zen, vous voyez, vous avez l'URL de ça qui est ici, si vous voulez tester ça. Et donc, c'est nos commandements, donc notre manière, notre philosophie, notre manière de travailler en interne. Donc, il y a des trucs qui sont plus ou moins pratiques. Par exemple, parler comme un humain. Donc, on essaie d'avoir un discours clair et pas compliqué à comprendre et vraiment le plus naturel possible. On essaye, par exemple, de dire que la pureté du code, c'est bien, mais on veut que ça marche. Et on veut que ça marche de manière et que ce soit maintenable. Enfin, donc il y a plein de concepts comme ça derrière qu'on essaie de garder à l'esprit quand on crée des choses. Mais après, on a d'autres choses qui sont plus communes, on va dire, plus connues. Donc notamment, on pratique largement tout ce qui est DevOps, et on va voir comment ça s'articule derrière. On travaille en continuous delivery, ça veut dire qu'on est capable de pousser des fonctionnalités sur notre site en prod en permanence, et vraiment en continu. Quand je dis en continu, on va rentrer dans le détail, mais c'est plusieurs fois par jour. On travaille en communication asynchrone et on utilise aussi quelque chose dont on a un peu inventé on a inventé le terme et la pratique, c'est ce qu'on appelle le ChatOps. Donc, DevOps, je pense que tout le monde connaît. Et ChatOps, c'est la possibilité de faire des opérations via, non pas une ligne de commande, mais via un client de chat. Et on va voir à quoi ça sert et quels sont les avantages de ça. Donc le premier truc, déjà, qui nous permet de travailler de manière efficace et qui nous permet d'avoir se délivrer en continu, c'est ce qu'on appelle le GitHub Flow. Donc c'est quelque chose qui est assez bien documenté maintenant. C'est notre manière de travailler, notre manière de coder des nouvelles fonctionnalités. L'idée pour pouvoir déployer en continu est évidemment d'avoir une granularité du développement qui nous le permette. Donc l'idée, c'est pas de travailler pendant 6 mois sur quelque chose et de le pousser en prod, parce que ça ne marchera pas. Enfin, c'est plus du déploiement en continu. L'idée, c'est d'avoir une certaine granularité qui nous permette de déployer rapidement et de faire un rollback très rapide si besoin. Donc on a le GitHub Flow. GitHub Flow qui est très simple, hein, qui se base évidemment sur GitHub, et qui est que quand un développeur doit coder quelque chose de nouveau, il va créer une branche. Donc, dans GitHub, c'est extrêmement facile de faire une branche, donc Git ou dans GitHub, peu importe. Il va faire une branche et puis il va commencer à écrire son code sur cette branche-là. Donc d'accord, c'est son espace de travail à lui, ça n'impacte pas les autres développeurs. À la rigueur, on peut avoir plusieurs développeurs travaillant sur la même branche s'ils doivent vraiment collaborer sur une feature, mais ils vont travailler sur leur propre branche, ils vont committer du code dessus, et très très rapidement, ils vont ouvrir ce qu'on appelle une pull request. Alors je ne sais pas si vous êtes usager profond, qui connaissez bien les détails de GitHub, mais la pull request, c'est un élément fondamental de GitHub. C'est l'endroit où on va faire non seulement un tracking des commits qu'il y a eu sur la branche, donc vraiment l'évolution de l'historique du développement d'une feature, mais c'est également là où on va discuter au niveau de la feature, donc pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, quelles sont les idées, les architectures qu'on va mettre en place pour la faire, et c'est là où on va faire la code review en fait. Donc pour vous donner un peu une représentation de ce que c'est une pull request ici, donc il y a plusieurs visualisations. Et donc là, on voit que la pull request, c'est ce qui nous permet en fait d'isoler un lot de travail, un lot de développement, et on va pouvoir le comparer par rapport à la branche principale, la branche master, qui est ou pas sur le même repository. Là, en l'occurrence, c'est sur 2 repositories différents. Et on va voir exactement tout ce qui a changé au cours de l'écriture de cette feature dans cette pull request. Donc c'est indispensable pour vraiment suivre le delta de code qu'on va éventuellement pousser en production. Et puis c'est là où toute l'équipe va se réunir pour valider la qualité du code, pour s'assurer que les best practices de code sont respectées, qu'il n'y a pas de bugs qui sont attrapables visuellement. J'ai certains clients, par exemple, qui ne peuvent pas tester l'ensemble des configurations sur lesquelles ils vont déployer. Par exemple, Spotify, ils déploient sur à peu près 15 000 versions d'hardware et d'OS Android. Et
Autant vous dire, ils ne peuvent pas tester 15 000 versions de hardware et de OS Android. Donc pour eux, la code review, c'est vraiment l'endroit où ils vont capturer un maximum de problèmes potentiels sur leurs environnements de production. Un bénéfice aussi énorme, pour ceux qui sont intéressés par la code review, un bénéfice énorme aussi, c'est qu'on s'assure que les autres membres de l'équipe ont suivi le développement d'une fonctionnalité, ce qui fait que si quelqu'un passe sous un bus demain, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver, vos collègues savent exactement ce que vous avez fait, et donc vous pouvez passer sous le bus tranquille, parce que le reste de l'équipe va pouvoir maintenir votre code et puis le faire évoluer. C'est toujours beaucoup plus agréable. Donc, on a le processus de code review qui a lieu ici, et puis toute la discussion qui va autour de ça. Donc on peut faire des commentaires à la ligne près, on peut avoir des discussions de plus haut niveau. Et puis aussi, indispensable au niveau de la code review, au niveau de la pull request, pardon, c'est là où on va plugger, cette partie-là, toutes les intégrations, tous les tests qu'on va vouloir faire en continu sur le code qui est en cours de création. Donc c'est là qu'on va plugger l'intégration continue, c'est là qu'on va plugger les tests, c'est là qu'on va plugger vraiment tout ce qui doit mouliner le code et nous apporter un feedback afin de nous informer sur la qualité ou sur les problèmes potentiels qu'on va rencontrer lors de la mise en exploitation. Et vous voyez ici, par exemple, j'ai de mémoire, et j'ai pas une bonne mémoire, donc je vais regarder, on a 10 checks qui sont effectués. Donc à chaque fois que je fais un commit, j'ai 10 checks qui sont effectués. Donc encore une fois, ça peut être du Sonar, ça peut être du Travis, ça peut être plein de choses différentes. Et tout ça, ça va être exécuté au niveau de la pull request et ça va m'apporter du feedback, ça va me dire si mon code est de bonne qualité ou pas, ça va me dire si je peux déployer ça ou pas. Donc on peut faire des déploiements et tester si le déploiement a été successful, donc sur des environnements de lab par exemple. Et toutes ces informations-là, en fait, historiquement, on les mettait plutôt dans l'intégration continue, qu'elle est appelée peut-être un Maven ou autre chose, et c'était à partir de là qu'on allait faire tout ça. Et donc pour le développeur, pour suivre tout ce qui s'est passé derrière, il fallait aller dans plein d'endroits différents, ou alors il fallait lire la console de l'output du Maven pour aller voir ce qui s'était passé exactement, etc. Et donc on avait plein d'endroits à aller checker potentiellement pour avoir un feedback sur ce qui se passait. Et donc nous, notre idée, c'est de ramener toutes ces informations-là au niveau de la pull request, pour qu'à la fois le développeur, mais aussi tous ses collaborateurs, puissent facilement avoir une vue de ce qui s'est passé et n'est pas aller chercher dans différents endroits pour être sûr que tous nos requirements en termes de qualité, de tests, etc., ont été bien passés. Alors en plus, ce que vous pouvez voir, c'est que certains, en fait, ont des statuts qui sont obligatoires, et puis d'autres qui n'ont pas de statut obligatoire, de facto, ils sont optionnels. Pour ce faire, on a créé donc des API, on a créé ce qu'on appelle les status API, qui permettent à tous ces services avec lesquels interagir, qui vont nous renvoyer à la fois un statut, donc un go ou un no-go, et puis on a pu configurer le fait que ce check-là était obligatoire ou pas, et donc on va pouvoir se donner l'autorisation ou pas de merger le code. Là, en l'occurrence, alors là, j'ai une branche qui était périmée par rapport à la branche master, donc je ne pouvais pas la merger, mais potentiellement, si j'avais un de mes checks ici, qui était en rouge et qui était obligatoire, j'aurais été empêché de merger mon code. Donc ça m'empêche de pouvoir passer en production, de pouvoir passer à l'étape suivante, si jamais j'ai un check fondamental qui n'est pas passé. Et donc ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. On a sorti ça il n'y a pas si longtemps, c'est dans les 6 derniers mois que c'est arrivé. Mais l'idée, c'est vraiment de déporter un maximum de choses que vous faisiez avant enterrées dans des processus d'intégration continue, de les remonter au niveau d'interface pour que l'ensemble de l'équipe voit clairement ce qui s'est passé. En plus, vous avez des liens ici, tous ces détails ici, ce sont des liens qui sont rapportés par l'API, qui vous permet d'aller directement sur la page de feedback. Et donc, depuis l'interface graphique de GitHub, vous avez accès à tout ce qui s'est passé pendant le processus de création, le processus de build, le processus de test, etc. L'idée, c'est d'avoir en fait une sorte de portail du développeur et que le développeur puisse aller à un seul endroit et de voir tout ce qui s'est passé sur son code. Et donc de reconcentrer en fait, de reconcentrer l'attention du développeur sur un seul endroit. Donc, une fois qu'on est content avec ce qu'on a fait sur son code, que l'équipe a approuvé le contenu de la pull request et donc tous les développements qui ont été faits, on va pouvoir faire un déploiement. D'accord ? Et ce déploiement-là, chez GitHub, on le fait très très rapidement et très très souvent. En fait, là, on vous montre c'est sur une semaine, voilà, c'est sur une semaine le nombre de déploiements qu'on a pu effectuer. Et donc, on monte à 200. Donc ça fait, si vous faites la moyenne, on travaille 5 jours par semaine, 200 divisé par 5, ça fait 40.
Et donc, ça fait les 40 déploiements par jour, pardon, dont je parlais dans l'introduction de mon speech. Et donc, ça, c'est une vraie métrique de déploiement de chez GitHub. Donc, comment on arrive donc, à passer de ce mécanisme donc, de pull request où on crée notre code, etc., on fait une review, à la mise en production? Parce que pour en faire 40 par jour, l'idée, c'est pas de former l'intégralité de nos développeurs sur l'intégralité de notre infrastructure, parce qu'elle est un peu compliquée quand même. Pour être le 80e site mondial, vous imaginez des serveurs, il y en a quelques-uns, et des étages, il y en a quelques-uns aussi. Donc comment est-ce qu'on fait pour arriver à permettre à tout le monde de déployer et de déployer facilement? Eh bien, on a un collègue qui s'appelle Ubot, donc qui est pas humain, c'est un robot, et c'est notre robot de chat, et c'est lui qui nous permet de faire tout ça en fait. Ubot, il nous permet de faire plein de trucs. Alors, il est branché à notre chat. Hein. Jusqu'à présent, on était sur Campfire, on est en train de passer sur Slack. Et Ubot, il fait partie des chatrooms, au même titre que nous, et on peut lui demander plein de trucs. Alors, on va voir qu'il nous permet de faire tout ce qui est chatops, mais il nous permet de faire des trucs marrants. Par exemple, je peux lui demander de me trouver des images du stade de Vélodrome ou de Marseille, de me trouver la carte du stade Vélodrome. Il me permet de faire des trucs un peu sympas, de communiquer avec mes amis, parce qu'on est dans une chatroom. On est dans une chatroom où on discute avec nos collègues, etc. Tout ce qui est le plus normal. Donc on peut faire des trucs un peu rigolos. Et puis on peut interagir avec un moteur de recherche également. Donc il est capable d'aller nous chercher des trucs sur le web. Il fait plein de choses assez sympas. Et puis, il sait ce qui se passe aussi dans nos repos. Donc moi, quand je suis en train de travailler, je suis dans ma chatroom de mon équipe, il va me dire aussi tout ce qui se passe dans le repo de mon équipe. Donc à chaque fois que quelqu'un ouvre une pull request, à chaque fois que quelqu'un fait un commit, à chaque fois que quelqu'un travaille sur un sujet ou interagit avec GitHub, Ubot va me le reporter et va me dire tiens, quelqu'un a fermé cette pull request ou quelqu'un a ouvert cette pull request. Donc moi, j'ai pas besoin d'aller voir mes emails, j'ai pas besoin d'aller checker mes repos sur github.com, etc. C'est dans le chat que je vais voir tiens, un tel a travaillé sur tel truc, etc. Donc on a directement, de manière transparente, l'intégralité de tout ce que les autres de l'équipe ont pu effectuer. Et j'ai des liens, évidemment, je peux directement cliquer dessus si ça m'intéresse, et ça m'emmène vers github.com, et j'ai tout de suite la visualisation de ce qui s'est passé. Et il nous permet de faire d'autres choses. Il nous permet donc d'interagir directement avec nos environnements. Par exemple, ici, on a une commande, donc toutes nos commandes qu'on envoie à Ubot, elles commencent par un slash. Et donc là, avec un slash deploy, donc GitHub My Feature, donc GitHub, c'est le repo. Donc on a un repo dans GitHub, on a une organisation qui s'appelle GitHub, et on a un repo qui s'appelle GitHub. Donc c'est github.com/github/github. C'est assez facile de s'en rappeler. Et dedans, il y a une branche qu'on va appeler My Feature, par exemple. Donc chacun appelle les branches comme il le veut. Et donc là, on va lui dire, tiens, déploie-moi ma feature sur un environnement qui s'appelle BranchLab. Et donc, c'est Ubot qui va faire le job pour moi. Il va aller me provisionner un environnement automatiquement, et puis il va déployer mon code dessus, et puis il va me renvoyer une URL sur laquelle je vais pouvoir cliquer pour pouvoir commencer mes tests manuels si j'en ai besoin. Et donc ça, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant dans le sens où, en tant que développeur, je n'ai pas besoin de savoir comment ça fonctionne derrière. J'ai juste besoin de connaître la commande /deploy. Ça, tout le monde peut y arriver jusqu'à présent. Si on arrive à faire un peu de code, le /deploy, on doit y arriver. Je n'ai pas besoin de savoir comment provisionner un environnement. Je n'ai pas besoin de connaître tous ces scripts, etc. Je n'ai pas besoin de savoir où est l'environnement. Tout ça, c'est complètement abstrait pour le développeur. Il sait juste qu'à partir du chat, il peut avoir son environnement et il peut commencer à travailler dessus. L'autre intérêt, donc c'est facile pour le développeur, mais c'est aussi facile pour l'intégralité de l'équipe qui travaille avec le développeur, parce que tout le monde sait ce qu'il est en train de faire. S'il a besoin que quelqu'un aille voir ce qui se passe, il dit tiens, moi je peux aller voir, je peux voir qu'il a fait ça, je peux dire tiens, j'ai envie d'aller voir ce que tu as fait, je peux cliquer sur le lien et je peux aller voir ce qu'il a fait également, et je peux commencer à lui donner du feedback sur sur la qualité de ce qu'il a codé, sur sa nouvelle feature, sur quoi que ce soit. Donc l'idée, c'est vraiment que je travaille de manière complètement transparente sous les yeux de tous mes collègues. J'ai pas ma fenêtre noire dans mon coin sur laquelle je fais mes petits trucs et puis de manière complètement opaque. C'est en toute transparence que je travaille, et en plus tout ça c'est historisé, donc mes collègues qui se lèvent 8 heures après parce qu'ils sont dans une time zone complètement différente peuvent remonter dans l'historique et voir tiens, sur quoi les autres ont travaillé pendant la nuit, pendant que moi j'étais en train de dormir, et vous remontez dans l'historique et vous voyez tout ce qui s'est passé, et vous avez comme ça un débrief le matin, vous avez un débrief de tout ce qui s'est passé dans la journée des autres, et vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé, immédiatement.
donc pas besoin d'avoir un stand-up meeting, etc. On en fait évidemment, mais pour des choses qui sont complètement évidentes, comme elles ont été historisées, j'ai pas besoin de solliciter qui que ce soit pour avoir un feedback sur ce qu'ils ont fait. Je peux aller le voir directement. Donc, on a fait notre déploiement. Donc, vous voyez aussi, on a une deuxième API qui nous permet aussi de reporter le fait que le déploiement ait bien eu lieu. Donc, dans la pull request, j'ai tous mes commits, j'ai toutes mes discussions, mais aussi j'ai un feedback sur quel code a été mis en production et à quel moment dans l'historique de la pull request j'ai fait des mises en production. Donc, toujours dans la philosophie d'avoir une traçabilité de ce qui s'est passé, d'avoir de la transparence et de permettre aux développeurs d'avoir à un seul endroit l'intégralité du processus de création de son développement, et ben on va pouvoir donner du feedback au sein de la pull request pour savoir ce qui s'est passé. Donc on a cette API de déploiement qui permet, encore une fois, de ramener au niveau de GitHub l'intégralité des interactions qu'on peut avoir, et qu'on va avoir un outil en fait qui va nous dire je veux faire un déploiement. GitHub va notifier tous les outils qui sont impliqués dans ce déploiement-là. Les outils vont faire ce dont ils ont besoin pour faire leur partie du job du déploiement, nous renvoyer une information, et après on va agréger ces informations-là pour dire c'est bon, le déploiement a eu lieu ou pas. Et ensuite, donc il a fait son déploiement sur un environnement de lab, et puis l'étape suivante, c'est de pousser ça en production. On est encore sur une feature branch. On n'est pas sur master. La règle chez GitHub, c'est qu'on ne peut pas merger quelque chose avec master. Master, c'est la branche qui contient le code officiel. On ne merge pas avec master tant qu'on n'est pas passé en production. Je répète, on ne merge pas avec master tant qu'on n'est pas passé en production. Ça veut dire que je le teste d'abord en production avant de le merger dans le code source officiel. Pourquoi? Parce qu'on a 11 millions de testeurs. Donc on ne va pas s'en priver. Et donc vous êtes tous des testeurs, c'est sympa. Donc vous avez, quand vous allez sur github.com, vous pouvez, de manière complètement aléatoire, être exposé à des nouvelles features qu'on veut tester, et donc avoir du feedback sur ce qui se passe. Donc on va pousser ça en production, et puis donc Ubot va nous faire ça pour nous. Encore une fois, c'est super simple, slash deploy, et puis je lui dis cette fois, au lieu de lui donner le nom d'un environnement de lab, je lui dis que c'est la production. Et puis GitHub me répond en me disant, là, il n'a pas besoin de me donner l'URL, puisque c'est forcément github.com, puisque c'est la prod, mais il va me donner un lien vers Estack. Estack, c'est notre console de monitoring, en fait, que je dois avoir derrière. Donc c'est un truc qu'on a fait en interne, alors qui n'est pas encore open sourcé. Ubot, au passage, j'ai oublié de le dire, Ubot, c'est open sourcé. Vous pouvez aller, si vous allez sur Google, vous tapez Ubot, vous allez le trouver. Je me rappelle plus de l'URL. Mais vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'installer. Il y a des interfaces avec plein de clients de chat différents. Il est prêt à l'emploi et vous pouvez créer du code supplémentaire, vous pouvez créer des scripts, etc. Donc vous pouvez le customiser dans tous les sens. Donc n'hésitez surtout pas à y aller. Par contre, Haystack, il est un peu trop custom pour nous, donc c'est pas quelque chose qu'on peut encore open sourcer. Il faudra qu'on le nettoie pas mal avant de le libérer dans la nature. Mais Stack, en fait, c'est l'endroit où on va avoir tout ce qui se passe sur notre site. Donc toutes les exceptions, toutes les informations, etc. Et Stack, ça veut dire la boîte de foin. Et dans une boîte de foin, on charge des aiguilles, évidemment. Donc le développeur accède à la boîte de foin et va chercher ses aiguilles. Donc il va chercher les problèmes qu'il a pu introduire dans le code, en fait. Alors, je vous passe les détails opérationnels derrière. En fait, là, je vous ai montré qu'on pouvait pousser en production directement, mais en fait, il y a une queue de mise en production. Donc, on s'assure qu'il n'y ait pas 32 mises en production en même temps, parce qu'après, il y aurait plein d'aiguilles dans la boîte de foin. Ça serait difficile de trouver ses aiguilles à soi. Donc, chacun rentre dans la queue, fait son déploiement en prod, regarde ce qui se passe dans les stacks, et potentiellement faire un rollback si jamais ça se passe pas bien. Mais au moins, on a une certaine isolation des problèmes potentiels dans le site de prod. Donc, avec Estack, ils ont l'intégralité de ce qui se passe sur le site. Ils voient toutes les exceptions, ils voient tous les indicateurs de performance. Ils sont capables de comprendre ce qui se passe. Et puis, si jamais Estack et notre console de monitoring trouvent quelque chose de pas normal, et Ubot, encore une fois, va le faire pour nous, ils vont automatiquement générer une issue dans GitHub, d'accord, avec tout le contexte dont le développeur aura besoin. Donc là, l'idée, c'est que le développeur va regarder dans les stacks ce qui se passe. C'est à lui quand même d'être responsable et de monitorer. Mais on a plein d'outils derrière qui sont capables de monitorer ce qui se passe et donc de nous générer automatiquement des issues en capturant tout le contexte nécessaire. Donc ici, vous avez un certain nombre d'informations. Pourquoi
quel type d'exception. Donc là, c'est un nombre de warnings, enfin un nombre d'exceptions par minute qui a dépassé le seuil de warning. Donc là, issue qui est généré automatiquement. Alors évidemment, il y a du PagerDuty, etc. derrière, des événements sur PagerDuty qui sont générés. Et puis, UBOT, pareil, il va aller chercher des graphes, il va aller chercher des logs, il va aller chercher plein d'informations qui vont coller dans l'issue pour que le développeur qui soit notifié de ça, donc avec une alerte PagerDuty, il va arriver directement sur l'issue. Et l'idée, c'est de lui donner un maximum de contexte pour qu'il n'ait pas besoin d'aller chercher dans plein de systèmes différents de l'information pour diagnostiquer, mais que tout soit centralisé dans un seul endroit. Bon, potentiellement, il n'y a pas tout, mais il y a quand même un maximum de choses. Et donc, à partir de là, il va pouvoir faire son diagnostic, il va pouvoir regarder ce qui s'est passé, et puis, si tout s'est bien passé, au final, il va finalement merger avec master. Donc on est passé en production, tout s'est bien passé, et il peut merger avec master, et évidemment master va être redéployé en prod, parce que master doit être au plus près de ce qu'il y a réellement en prod, évidemment. Et donc on a fait comme ça le workflow complet de travail, donc, tout simplement, alors avec un peu d'outillage, avec un peu de réflexion sur la granularité des développements aussi, parce qu'il faut que ce soit des développements suffisamment concis pour pouvoir les mettre en production facilement et pouvoir les rollbacker facilement. Donc là, il y a un peu de réflexion là-dessus. Mais vous voyez, avec un petit peu d'outillage, avec des outils qui sont disponibles largement en open source, vous pouvez aussi faire le même genre de travail. Voilà. Je ne sais pas si en timing je suis bon, je n'ai pas regardé. Je suis très bon, merci. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez revoir mon image de foot de tout à l'heure? Non? C'est bon? T'as pas pris l'image du PSG quand même? T'étais pas là? Non. Ah bah il faut que je la remette alors. Ouais. C'est que c'est un gros mot. J'ai mis une image de l'OM. Ah, quand même. Une image de l'OM. Ils sont là-bas. Excusez-moi pour ce malentendu. Des questions? Si vous voulez... Ah bah il y a des questions ici. Il y a un micro dans la salle ou pas? Non. Non. Alors je vais me balader. Je vais faire les questions et les réponses comme ça ira plus vite. C'était qui? Moi, je voulais savoir par rapport au déploiement, comment est-ce qu'on peut, si on peut avoir un exemple de comment configurer un environnement de déploiement, parce que là, en fait, on voit qu'il y a une URL qui est myfeature.branch.github.com, mais comment cette URL est générée? Est-ce que c'est une image Docker qui a été instanciée sur un serveur? Qu'est-ce que c'est exactement? Ah ouais, donc en termes de création des environnements, on a quelques composants qui sont dockerisés, mais pas tous. Il faut voir que GitHub.com, c'est en prod depuis 2008, donc Docker en 2008, ça n'existait pas. Donc on a largement virtualisé nos environnements. Il y a encore une fois, il y a quelques environnements Docker, enfin quelques composants qui sont dockerisés. On évolue en permanence évidemment. Donc pour l'instant, on a quelques scripts qui permettent de générer ces environnements-là. Mais c'est un mixte entre de la virtualisation, du Docker et des choses comme ça. Mais il y a du... Alors, attends, je me souviens jamais, on avait utilisé Chef avant, je crois qu'on utilise Puppet maintenant, si je me souviens bien. Puppet ou Chef. Pour moi, c'est pareil. Mais voilà, on utilise ces scripts-là pour provisionner tous ces environnements-là. Mais bon, ça a été fait une fois pour toutes, et puis on n'a pas besoin de ça. Alors on n'a pas besoin de revenir trop là-dessus. Par contre, ce qu'on est capable de faire aussi, c'est de générer des environnements très spécifiques. Par exemple, si on veut générer que des serveurs web, par exemple, ou que des serveurs de caching, on a aussi des scripts qui nous permettent de faire ça. Mais là, l'idée, c'était d'avoir un déploiement d'une version complète end-to-end, donc back plus front, sur github.com. Et donc, à ce moment-là, ou sur un équivalent de github.com en lab. Et donc, là, à ce moment-là, c'est des scripts qui sont connus par UBOT et qui fonctionnent depuis des années. Merci. Hop. C'est la dernière. Après, il faut qu'on... vous disiez au départ de la keynote que tout le monde n'est pas candidat à ce type de process. Quand on était à ce stade-là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Que toutes les équipes ou toutes les sociétés ne sont pas candidats à ce type de process. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Alors, il y a plusieurs... il y a évidemment le type de produit sur lequel tu travailles. Si c'est un client lourd, si c'est des trucs qui sont à déployer... je
chez les tiers, c'est un peu plus compliqué, évidemment. Après, c'est aussi une question de culture et d'outillage. Quels sont aussi tes process de QA? Est-ce qu'on doit passer par une QA manuelle, extensive, longue, etc., avant de pouvoir passer en production? Et le corollaire de ça, c'est est-ce que si tu as des grosses périodes de QA, c'est généralement parce que tu as des features qui sont, ou des lots de livraison qui sont assez gros, et donc dans lesquels tu es obligé d'attendre d'avoir cette grosse partie de QA. Nous, encore une fois, nos features, des fois c'est juste un bouton supplémentaire, où le bouton il était à gauche, il passe à droite. Dans ce sens-là que ça passe. Donc c'est vraiment des petites features, ou alors c'est une barre d'outils qui a été rajoutée. Donc on essaie de vraiment décomposer au maximum nos nouvelles features pour pouvoir les pousser de manière unitaire et les tester rapidement en fait, sans avoir un process de QA très long. On fait quand même du QA, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne le fait pas, mais on arrive à le faire sur un périmètre qui est vraiment très très fin. Et c'est aussi parce que on a une grande responsabilisation de nos développeurs. Donc nos développeurs, on leur donne énormément d'autonomie. Donc au final, n'importe quel développeur peut carrément killer la prod s'il a envie, quoi. Voilà. Mais on est dans un environnement où tous nos développeurs sont très responsabilisés et on se dit, ok, les bénéfices de donner l'accès à la prod facile aux développeurs est largement plus important que les risques potentiels. Mais toutes les entreprises ne sont pas prêtes à faire ce genre de choix-là, en fait. Ok, merci Alain.